Après avoir passé une semaine à conduire belle-maman à ses séances de dialyse, 9 heures par jour, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma femme à moitié saoule avec ses copines sur la terrasse. J'ai besoin d'évacuer ça de ma poitrine, j'ai l'impression que ma tête tourne à 100 à l'heure ces derniers jours. Peut-être que le fait de l'écrire m'aidera à comprendre si je réagis de manière excessive ou si mon mariage est vraiment foutu. Pour poser le contexte, je suis marié à Denise depuis 8 ans. On a tous les deux 34 ans, pas d'enfants. Dieu merci pour cette petite miséricorde en ce moment. Les choses allaient assez bien jusqu'à récemment. Pas parfait, mais quel mariage l'est? On a eu nos hauts et nos bas, mais j'ai toujours pensé qu'on était une équipe. Ramona, ma belle-mère, a été diagnostiquée avec une insuffisance rénale il y a 3 mois. Situation difficile. Son programme de dialyse est infernal. 3 matins par semaine, à partir de 5h30 du matin dans une clinique à 45 minutes de chez elle. Denise a des horaires de bureau qui ne peuvent pas être modifiés, selon elle. Donc, c'est moi qui ai pris des jours de congé pour conduire Ramona. Je ne me plains pas d'aider la famille, mais ça a été dur pour mon sommeil. Cette semaine passée a été particulièrement difficile. Ramona a attrapé une sorte de virus, alors j'ai fini par la conduire à des rendez-vous supplémentaires, totalisant environ 9 heures de conduite, plus tout le temps d'attente. Vendredi, j'étais à bout de force, comme un vieux camion qui roule sur sa dernière goutte de diesel. Alors, vendredi soir arrive. Je me gare dans notre allée vers 19h30 après avoir déposé Ramona. La première chose que je remarque, c'est la voiture de Bridget, l'amie de Denise, plus 2 autres que je reconnais de ses apéros du travail. Pas de problème. Je me suis dit qu'elle traînait pendant que j'étais parti. Je me traîne vers la maison quand je les entends toutes rire sur la terrasse. Notre fenêtre de chambre était ouverte, alors je me suis dit que j'allais prendre une douche rapide avant de les rejoindre. C'est là que j'ai entendu ça. Bridget parlait de la façon dont j'avais sauté sur l'occasion quand Denise m'avait demandé de ramener sa mère encore une fois. Puis elle dit, il est comme un chien. Obéissant, pathétique et trop stupide pour s'enfuir, les filles. Mon sang s'est glacé. Je me suis figé à moitié en train d'enlever mes bottes. Puis j'ai entendu ma femme rire si fort qu'elle a dû renverser quelque chose parce qu'elle a juré et a ensuite dit « N'insultez pas les chiens. Au moins, ils sont loyaux et utiles. » Puis toute la terrasse a éclaté de rire, comme une bande d'hyènes qui trouvait quelque chose de très drôle chez le mec qui s'était levé depuis 4 heures du matin pour aider sa mère malade. Je suis resté là pendant une bonne minute juste à essayer de comprendre. 8 ans de mariage, et c'est ce qu'elle pense vraiment de moi? Que je suis un espèce de clébard pathétique qu'elle a dressé pour faire ce qu'elle veut. Écoutez, je ne vais pas mentir. Mon premier réflexe a été de faire irruption et de renverser cette table avec leur verre à vin et leur plateau de fromage. Mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est juste glacé et est devenu mécanique, comme lorsqu'un moteur chaud est soudainement aspergé d'eau froide et que tout se durcit. J'ai fini d'enlever mes bottes en silence, je suis monté à l'étage et j'ai pris la plus longue douche de ma vie. Quand je suis descendu, j'ai juste dit que j'étais épuisé d'avoir conduit Ramona toute la semaine et que j'allais me coucher tôt. Denise m'a à peine remarqué, a juste agité son verre de vin dans ma direction et a repris sa conversation. Cette nuit-là, je suis resté allongé à regarder le ventilateur de plafond, le regardant tourner en rond comme mes pensées. 3 semaines plus tard, elle hurlait devant la porte de ma sœur sous la pluie, implorant une seconde chance. Je me souvenais de tous ces petits commentaires acerbes, ces soupirs exaspérés quand je racontais ma journée, cette façon qu'elle avait de m'interrompre en plein milieu d'une phrase pour montrer quelque chose à ses amis sur son téléphone. Toujours incapable de dormir, je faisais défiler les messages. J'en ai retrouvé un du mois dernier où je lui demandais si elle pouvait prendre des courses en rentrant. Sa réponse : « Tu ne peux pas le faire ? Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose d'important à faire aujourd'hui. » Ce jour-là, j'installais un nouveau chauffe-eau après les heures de travail. Apparemment, ce n'était pas important. Est-ce que vous parlez à votre camion pendant les longs trajets ? Moi, oui. Et en conduisant Ramona à son rendez-vous de 5h30 du matin samedi, j'ai eu une conversation à cœur ouvert avec mon vieux F-150. Quand je suis rentré à la maison, je savais ce que je devais faire. Le premier coup de fil a été pour Maxwell, un pote depuis le lycée, qui travaille dans le bâtiment, divorcé depuis 3 ans. Je lui ai tout raconté, sans rien édulcorer. Sa réponse : « Mon frère, tu n'es pas un chien. Tu es un putain de cheval de trait qu'ils épuisent jusqu'à la corde en se foutant de ta gueule. » Le deuxième appel était pour Ramon, mon conseiller financier. Il s'avère qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour se protéger quand on est marié à quelqu'un qui vous considère comme un simple animal de compagnie utile. Le plus ironique, c'est que Ramona n'a aucune idée de la façon dont sa fille me parle. Cette femme adorable m'a même remercié hier. Elle avait les larmes aux yeux quand elle m'a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans mon aide. Elle m'a dit que j'étais le fils qu'elle n'avait jamais eu. Ce week-end, j'ai été très silencieux. Denise n'a rien remarqué d'inhabituel,
trop occupé par sa vie sociale pour voir le changement dans mes yeux. Mais quelque chose a basculé en moi, comme une transmission qui passe en vitesse courte. Lent, puissant, imparable. Est-ce que vous vous demandez parfois comment quelqu'un peut partager votre lit pendant 8 ans et ne pas vous voir comme un être humain digne du respect le plus élémentaire? Parce que c'est la question qui me tient éveillé depuis 3 nuits maintenant. Je vais encore aider Ramona demain matin. Nous continuerons à la conduire à ses rendez-vous aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Mais en ce qui concerne Denise, disons simplement que ce chien obéissant va lui montrer ce qui arrive quand on maltraite quelque chose de loyal une fois de trop. Je me suis renseigné sur mes options, j'ai établi des plans, j'ai tout documenté. Il n'y aura pas de confrontation dramatique avec des cris et des portes qui claquent. Non, ce sera précis, méthodique et dans les règles de l'art, comme le démontage d'un moteur pièce par pièce. Une question pour vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a découvert que son conjoint le méprisait secrètement? Comment avez-vous géré ça? Parce que pour l'instant, j'hésite entre l'exécution glaciale du plan qui se forme dans ma tête et le fait de lui demander directement si elle pense vraiment que je ne suis qu'un pitoyable chien. C'est tout pour le moment. Le prochain rendez-vous pour la dialyse est à 5h30 demain matin. Je vais essayer de dormir quelques heures avant que le réveil ne sonne. Je vous tiendrai au courant quand il y aura du nouveau. Mise à jour 1. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a environ 2 semaines, j'ai posté un message concernant le fait que j'avais entendu ma femme Denise me comparer à un chien pitoyable et obéissant pendant que je conduisais sa mère, Ramona, à ses rendez-vous de dialyse 3 fois par semaine. Si vous voulez toute l'histoire, consultez mon profil. Mais en résumé, je me tue à aider ma belle-mère pendant que ma femme se moque de moi avec ses amis dans mon dos. Tout d'abord, je suis stupéfait. Je ne m'attendais pas à une telle réaction à mon poste. Merci à tous ceux qui ont offert des conseils ou qui ont simplement partagé des histoires similaires. Cela m'a aidé à réaliser que je ne réagissais pas de manière excessive, que je n'étais pas trop sensible, ce que je m'attendais à moitié à entendre. Alors, que s'est-il passé depuis? Accrochez-vous. Ça chauffe, grave. Premier jour post-annonce. J'ai contacté ma banque et ouvert un compte séparé, inaccessible à Denise. J'ai fait en sorte que mon salaire soit viré sur ce compte dès la prochaine paie. J'ai laissé assez d'argent sur le compte joint pour couvrir nos dépenses courantes, histoire de ne pas la laisser sur la paille du jour au lendemain. Je voulais juste m'assurer qu'elle ne puisse pas vider les comptes quand elle réaliserait ce qui se tramait. Deuxième jour. J'ai appelé le cabinet du médecin de Ramona et avancé ses séances de traitement aussi tard que possible dans la journée. J'ai expliqué la situation à la réceptionniste, en omettant les détails les plus crasses concernant Denise. Elle a été super compréhensive. Il me reste encore quelques matins à me lever tôt, mais j'ai réussi à réduire la fréquence à 1 fois par semaine au lieu de 3. Denise n'a rien remarqué. Elle continue de scroller sur TikTok pendant que je prépare le dîner. Troisième jour, la confrontation. Ce n'était pas prévu si tôt, mais quelque chose en moi a changé. On était assis à la table de la cuisine. Elle écoutait à moitié ce que je disais à propos de la fuite du robinet de la salle de bain, et là, j'ai balancé. Moi, j'ai entendu ce que tu as dit sur moi à tes copines, l'autre soir sur le porche. Vous auriez dû voir sa tête se relever de son téléphone. Ses yeux ont fait un truc bizarre. Ils se sont écarquillés, puis plissés, comme si elle calculait quelque chose. D'abord, elle a nié. De quoi tu parles? Tespizarre. Puis, quand j'ai répété précisément le commentaire sur le chien obéissant, elle est passée à la minimisation. Oh mon Dieu! C'était juste une conversation entre filles. Tout le monde se plaint de son partenaire. Tu en fais toute une histoire pour rien. Je l'ai juste fixé du regard, laissant le silence envahir la pièce comme du liquide de refroidissement dans un moteur en surchauffe. Ensuite, je lui ai demandé si elle pensait que c'était normal de comparer son conjoint à un animal pathétique alors qu'il s'épuise à aider sa mère malade. C'est là que les vannes se sont ouvertes. Pas des larmes sincères, hein. Plutôt comme quand tu jettes un peu d'eau sur une poêle chaude et que ça crépite un peu de façon spectaculaire avant de s'évaporer. Elle s'est excusée, mais c'était une de ces excuses bidons. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, qui te font sentir que c'est toi qui es responsable d'être blessé. Quatrième jour, j'ai appelé son frère, Reed. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose de grave concernant les soins de Ramona. On s'est retrouvés pour un café et je lui ai fait écouter l'enregistrement audio de cette soirée-là. Ouais, j'ai enregistré. Après les avoir entendus sur le porche, je suis retourné dehors. J'ai lancé l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone et je l'ai posée près de la fenêtre ouverte avant d'aller prendre ma douche. Au Texas, il suffit du consentement d'une seule personne pour les enregistrements, au cas où. J'avais vérifié avant. La réaction de Reed était quelque chose. Le gars a traversé environ 5 émotions différentes en 30 secondes. Confusion, incrédulité, colère, embarras, et enfin, cette déception froide et dure. Il a demandé une copie de l'enregistrement.
Je lui ai envoyé sur le champ. Jour 5 à 7. Silence radio de la part de la famille de Denise. J'ai appris plus tard que Reed avait fait écouter l'enregistrement à Ramona. D'après lui, sa mère a pleuré pendant 1 heure d'affilée, puis a appelé Denise et l'a incendiée comme je n'ai jamais entendu Ramona parler à qui que ce soit. Pendant ce temps, à la maison, j'ai mis en œuvre ce que certains commentateurs appellent la méthode du caillou gris. Je suis juste devenu émotionnellement indisponible. Plus de préparation de ses plats préférés. Plus de ramassage de ses affaires. Plus de questions sur sa journée. Pas de colère ni de dispute. J'ai juste arrêté de faire des efforts. Comme un moteur qui tourne au ralenti au point mort. 8e jour, Denise est rentrée à la maison avec des fleurs et mon plat à emporter préféré. Elle a essayé de jouer la carte de la douceur, en parlant de son envie de se rapprocher et de dépasser cette mauvaise passe. J'ai mangé la nourriture, j'ai dit merci pour le dîner, et je suis allé dans la chambre d'amis où je dors depuis quelque temps. Plus tard, j'ai trouvé 3 bouteilles de vin vides dans le bac de recyclage et je l'ai entendu pleurer au téléphone avec Bridget. C'est drôle comme son voyage à travers les conduits d'aération. Ça marche dans les deux sens, non? Jour 10, j'ai appelé ma sœur Danielle. Elle a une chambre d'amis libre chez elle, de l'autre côté de la ville. On a parlé pendant presque 2 heures, je lui ai expliqué tout ce qui se passait. À la fin, elle m'a offert sa chambre d'amis, aussi longtemps que tu en auras besoin. Sans précipitation, sans pression. J'ai commencé à préparer un sac ici et là quand Denise n'était pas là. Rien d'évident, juste les choses importantes. Les documents, les photos de famille, le disque dur avec toutes mes données, le couteau de poche que mon grand-père m'avait donné. Des choses assez petites pour qu'elle ne remarque pas qu'elles avaient disparu. J'ai même emballé ce vieux chandail que j'aime tant, celui qui sent encore un peu le bois de feu. Jour 12. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Bridget, l'amie de Denise, s'est pointée chez nous sans prévenir. Elle m'a demandé si elle pouvait me parler seule. Denise était à son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, alors je l'ai fait entrer, curieux de savoir de quoi il s'agissait. Il s'avère que Bridget venait s'excuser. Elle a dit qu'elle se sentait horrible par rapport à cette nuit-là, qu'ils étaient tous ivres, et qu'elle n'aurait jamais dû dire ces choses sur moi. Puis, elle a lâché une bombe. Apparemment, Denise me dénigrait auprès de ses amis depuis des mois. Des petits commentaires ici et là sur le fait que je suis simple et facile à manipuler, qu'il lui suffisait de battre des cils pour que je fasse tout ce qu'elle voulait. J'ai demandé à Bridget pourquoi elle me disait ça maintenant. Elle a dit que Reed l'avait confrontée à propos de l'enregistrement et que cela lui avait fait prendre conscience à quel point leur dynamique d'amitié était devenue toxique. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus en faire partie. Je l'ai remerciée pour son honnêteté. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses. Après son départ, je me suis assis dans mon pick-up pendant 1 heure, juste pour digérer tout ça. J'en ai parlé au tableau de bord, comme je le fais toujours lors des longs trajets. C'était un coup dur, bien plus dur que je ne l'avais imaginé. Jour 13, le jour de l'exécution, j'ai attendu que Denise parte au travail. J'ai pris ma journée de congé. J'ai loué un petit camion de déménagement. J'ai demandé à Maxwell et à 2 autres copains de venir m'aider. On a vidé exactement la moitié de tout ce qu'on possédait ensemble. J'ai laissé sa moitié bien rangée. Je n'ai rien saccagé ni laissé de dégâts. Ce n'est pas mon style. J'ai écrit une simple note expliquant que je déménageais, que je continuerais à aider Ramona avec ses rendez-vous, mais que notre mariage était terminé. J'ai dit que je la contacterais par email au sujet des prochaines étapes. On a tout déménagé chez Daniel vers 15 heures de l'après-midi. J'étais assis sur son porche à boire du thé glacé quand les textos ont commencé à affluer. D'abord, la confusion. Où es-tu? Où est ton camion? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puis, la prise de conscience. Tu es sérieux là? Tu as déménagé sans même me parler. Ensuite, la colère. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. C'est de l'abandon de famille. Je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Puis, le marchandage. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut arranger ça. Je vais suivre une thérapie de couple. Je ferai tout ce que tu veux. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je suis en sécurité. Je suis chez ma famille. Je continuerai à emmener Ramona à ses rendez-vous. Toute autre communication devra se faire par email à partir de maintenant. Puis, j'ai mis son numéro en mode silencieux. Jour 14, aujourd'hui, j'ai emmené Ramona à son rendez-vous ce matin. Elle m'a tenu la main dans la salle d'attente et m'a dit qu'elle avait honte de la façon dont sa fille m'avait traité. J'ai senti sa sincérité et cela m'a fait chaud au cœur. Ce fut un petit moment de réconfort dans tout ce tumulte. Je sais que l'avenir sera rempli de défis, mais je suis déterminé à me reconstruire et à retrouver la paix. Elle a dit que quoi qu'il arrive entre Denise et moi, je ferai toujours partie de sa famille. Franchement, ça m'a touché en plein cœur.
Pendant ma chimio, j'ai jeté un coup d'œil à mes emails et j'ai vu que Denise m'avait envoyé 17 messages pendant la nuit. Un vrai festival. Des menaces, des excuses poignantes, des questions pratiques sur les factures. En parlant de factures, j'ai payé ma moitié du prêt immobilier et des charges ce mois-ci. Ensuite, j'ai annulé tous les prélèvements automatiques de nos comptes communs. L'assurance auto, les abonnements de streaming, la chaîne Canal+ et le minimum de sa carte de crédit, tout ça doit être payé la semaine prochaine. Autant de choses qui étaient prélevées automatiquement sur ma paie. Autant de choses dont elle n'a jamais eu à se soucier. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces cet après-midi. Le rendez-vous est fixé à lundi. Voilà où j'en suis. Je suis étonnamment calme pour un type dont la vie vient d'être démolie et qui doit tout reconstruire à partir de zéro. Parfois, ça me prend, comme ce matin quand j'ai voulu me faire un café et que j'ai réalisé que j'avais oublié mon mug préféré. Mais la plupart du temps, je me sens libéré, comme si j'avais traîné une remorque avec des freins défectueux pendant des années et que, soudain, elle avait été décrochée et que je pouvais enfin conduire librement. Le dernier SMS de Denise, je les lis encore, je réponds juste pas, disait « Tu ne peux pas jeter 8 ans comme si ça n'avait rien signifié. Tu me dois au moins une conversation. » Le truc, c'est que ce n'est pas moi qui ai gâché ces années. Je suis juste celui qui a enfin compris leur vraie valeur pour elle. C'est tout pour le moment. Ramona a un autre rendez-vous demain après-midi, et j'ai promis à Daniel de réparer son broyeur à déchets ce soir en échange du gîte et du couvert. La vie continue, un boulon à la fois. Dernière mise à jour. Écoutez, je n'avais pas prévu d'en faire une autre aussitôt, mais après ce qui s'est passé hier soir, j'ai pensé que je devais une conclusion à tous ceux qui suivent cette saga. Attention, ça va être long. Alors prenez votre café et installez-vous. La dernière fois que j'ai posté, Denise venait d'arriver chez Daniel à l'improviste. Ce que je n'avais pas dit, c'est qu'elle semblait bizarre. Pas bourrée, mais clairement pas au top de sa forme. Daniel a dit qu'elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les cheveux en bataille, portant ce qui ressemblait à un pantalon de pyjama et un chemisier froissé. Très peu Denise. Quoi? Ma femme, bientôt ex, a toujours été du genre à mettre du mascara juste pour aller chercher le courrier. Jour 15. J'ai eu ce rendez-vous avec l'avocat. Un type bien, franc du collier. Il m'a exposé toutes mes options sans essayer de me pousser vers la solution la plus chère. Comme le Texas est un état de communauté de biens, le partage des actifs est assez simple. On reçoit chacun la moitié de ce qu'on a accumulé pendant le mariage. L'avocat a semblé impressionné que j'ai déjà partagé nos biens ménagers équitablement et que j'ai tout documenté avec des photos. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de Reed qui me demandait si on pouvait se voir. On a pris un café dans ce café près de la quincaillerie. Reed avait l'air stressé, avec de profondes cernes sous les yeux. Apparemment, Denise l'avait appelé 20 fois par jour, alternant entre sanglots et hurlements. Il a dit qu'elle s'était pointée à son appartement à minuit, frappant à la porte et réveillant son gosse. Le clou du spectacle, elle voulait qu'il convainque Ramona d'arrêter de me parler. Ramona, bien sûr, a dit à sa fille où elle pouvait se mettre cette demande. Jour 16 à 17, un calme relatif, presque étrange. Pas de SMS de Denise, rien sur les réseaux sociaux. Daniel a plaisanté en disant que Denise avait peut-être été enlevée par des extraterrestres, et j'ai presque commencé à m'inquiéter qu'il se soit passé quelque chose de grave. J'aurais dû savoir que ce n'était que le calme avant la tempête. Jour 18, j'ai emmené Ramona à son rendez-vous. Bonne nouvelle, ses os s'améliorent et le médecin envisage de réduire les traitements de 3 fois par semaine à 2 fois par semaine. Petite victoire. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, mon téléphone a explosé de notifications. Denise avait pété un câble sur Facebook. Elle a publié un statut long et dramatique, accusant de l'avoir abandonnée sans prévenir, d'avoir été trahie par l'homme à qui elle avait confié son cœur. Elle a même tagué nos amis communs. Un cas typique de Darvaux. Mais c'est dans la section des commentaires que les choses ont pris une tournure intéressante. Les gens ne marchaient pas dans son jeu. Son frère, Reed, s'est contenté d'un simple point d'interrogation. Bridget, à ma grande surprise, a répondu qu'il y avait 2 versions à chaque histoire et qu'il ne fallait peut-être pas se précipiter pour juger. Puis Maxwell, que Dieu le bénisse, a posté « C'est marrant comme tu as omis de mentionner que tu as traité ton mari, qui travaille dur, de chien pathétique alors qu'il conduisait ta mère à la dialyse. » Ce commentaire a récolté 37 mentions « j'aime » avant que Denise ne supprime l'intégralité du post. Jour 19. Première fois que je récupérais d'autres affaires chez nous. J'avais convenu avec Denise de le faire pendant qu'elle était au travail pour éviter les scènes. J'ai trouvé l'endroit dans un état lamentable. De la vaisselle sale empilée dans l'évier. Des boîtes de plats à emporter partout. Des vêtements éparpillés sur les meubles. L'évier était bouché et on aurait dit qu'elle avait essayé de réparer elle-même et qu'elle avait abandonné en cours de route,
laissant des pièces et des outils éparpillés. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli prendre la clé à molette et réparer ça par habitude. Je me suis repris. Ce n'est plus mon problème. Alors que je prenais le reste de mes outils dans le garage, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était Laure, une amie de Denise, une des filles qui boivent du vin sur le porche. Elle me contactait parce qu'elle était inquiète pour Denise et qu'elle pensait que j'étais peut-être trop dur en la coupant complètement. J'ai renvoyé un simple message. Est-ce que tu voudrais rester marié à quelqu'un qui se moque de toi dans ton dos en te traitant de pathétique et d'inutile? Je n'ai jamais reçu de réponse. Jour 20 à 21, Ramona m'a invité à dîner dimanche. Juste elle et moi. Elle a préparé son fameux pot-au-feu. Nous avons eu une conversation à cœur ouvert sur tout ce qui s'était passé. Elle s'est excusée d'avoir élevé une fille qui pouvait être aussi cruelle, ce qui m'a presque brisé. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Les enfants adultes font leur propre choix. Avant que je ne parte, Ramona m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la vieille montre de poche de son père. Elle a dit qu'elle la gardait pour le fils qu'elle avait toujours voulu avoir. Je ne suis pas du genre à pleurer facilement, mais je dois vous dire que j'ai dû rester assis dans mon pick-up pendant une bonne dizaine de minutes avant de pouvoir rentrer chez moi. Jour 22, l'orage a éclaté. Les printemps du Texas ne sont pas une blague. Un tonnerre qui fait trembler les fenêtres. Des éclairs qui transforment la nuit en jour. Une pluie qui tombe comme si quelqu'un déversait des seaux d'eau. Vers 21h, j'ai aidé Daniel à réparer une fuite dans sa salle de bain d'invités lorsque des phares ont balayé les fenêtres de devant. La voiture de Denise s'est garée de travers devant la maison, occupant les 2 places de parking. Ce n'était pas bon signe. Daniel et moi avons échangé un regard et elle a murmuré qu'elle pouvait appeler la police si nécessaire. J'ai dit « Attendons de voir ». Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Denise a surgi sur l'allée, complètement trempée. Pas de parapluie, pas d'imperméable. Elle s'est mise à frapper à la porte comme si elle voulait la défoncer. Quand Daniel a ouvert, avec la chaîne de sécurité, Denise a essayé de se frayer un chemin à l'intérieur, exigeant de me voir. Daniel, qui mesure 1,57 m, mais qui est plus méchante qu'un chat mouillé quand on la provoque, lui a dit de reculer ou elle appellerait la police. Denise a reculé sur le porche, mais n'est pas partie. C'est alors que les hurlements ont commencé. Debout sous une pluie battante, le mascara coulant sur son visage, Denise s'est lâchée et a tout déballé. Comment ai-je pu lui faire ça? 8 années réduites à néant? J'ai été d'une cruauté sans nom, la coupant de ma vie sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer, de se racheter. Apparemment, je n'avais pas le droit de lui en vouloir de son incapacité à payer sa carte de crédit, des frais de retard s'accumulant sans fin. Sa voiture avait besoin de freins neufs, mais elle n'en avait pas les moyens. Tout le monde était de mon côté, et elle perdait tous ses amis. Mais pas une seule fois, jamais, elle ne s'est excusée pour ce qu'elle avait dit sur moi. J'étais là, debout sur le pas de la porte, à regarder cette femme, avec qui j'avais partagé presque une décennie de ma vie, s'effondrer complètement sur le porche de ma sœur. Et le plus étrange, c'est que je n'ai rien ressenti. Ni zaure, ni satisfaction, ni pity. Juste une calme certitude que j'étais témoin des problèmes de quelqu'un d'autre. Finalement, quand elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai parlé. Je lui ai dit que je ne me réjouissais pas de sa douleur, mais que je n'en étais pas responsable non plus. Elle m'avait montré exactement qui elle était et comment elle me voyait, et je me contentais de la croire sur parole. Les adultes doivent assumer les conséquences de leurs choix, et c'était les siens. Puis, j'ai dit quelque chose qui l'a frappé encore plus fort que tout le reste. Je lui ai dit que je m'assurerais toujours que sa mère soit bien prise en charge, même si Denise ne le voulait pas ou ne pouvait pas le faire elle-même, parce que c'est ce que les êtres humains décents font les uns pour les autres. L'expression sur son visage, comme si j'avais plongé ma main dans sa poitrine et tordu quelque chose. Elle est restée là, immobile, sous la pluie battante, la bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Puis, elle a murmuré « J'ai fait une erreur. Un stupide commentaire quand j'étais ivre, et tu jettes tout notre mariage à la poubelle pour ça. » C'est là que j'ai sorti la que je gardais dans ma manche. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le mémo vocal et diffusé non seulement le commentaire sur le chien, mais aussi 3 autres enregistrements d'autres occasions. Denise racontant à Bridget comment elle m'avait dressé à faire les courses en faisant semblant d'être mauvaise dans ce domaine. Denise riant du fait que je croyais réellement qu'elle était intéressée par mes histoires ennuyeuses sur ma journée. Denise se vantant de pouvoir me manipuler pour que je fasse n'importe quoi en me privant d'affection pendant quelques jours. Elle a blêmi. Elle m'a demandé depuis combien de temps je l'enregistrais. Je lui ai dit que je ne l'avais pas fait. Que j'avais juste réussi à enregistrer ces quelques incidents une fois que j'avais commencé à faire attention. Je lui ai rappelé que le Texas est un état de consentement d'une seule partie. Elle est partie sans dire